Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIPCA 2022 au Grand Palais éphémère. Alors bonjour Marc Lafont, vous êtes le directeur délégué de WO2. Pourriez-vous dans un premier temps vous présenter ? D'accord. Je suis directeur général délégué de WO2, on est un promoteur bas carbone. Donc moi Marc Lafont, j'ai 33 ans, je suis dans la maison depuis maintenant à peu près 5 ans, je suis arrivé dans le groupe en 2017. À l'époque c'était Wideom et puis on a créé WO2 tout début 2018. L'idée c'est de créer un promoteur bas carbone. Et donc moi en tant que directeur général délégué, je m'occupe de l'ensemble des opérations du groupe. Donc on a actuellement à peu près 250 000 m² en travaux et à peu près 200 000 m² en pipeline de projets qu'on développe exclusivement bas carbone. Alors nous sommes actuellement donc sur le CIPCA, donc le premier salon bas carbone. Justement, en quoi le fait de consacrer un salon exclusivement à cette problématique est-il révélateur justement de l'importance croissante que prend la construction éco-responsable dans le secteur de l'immobilier ? Alors en effet, là on a l'impression que le bas carbone est omniprésent puisqu'on est au salon de l'immobilier bas carbone, mais il faut quand même savoir qu'on part de loin. Il y a quelques années, on ne s'occupait absolument pas dans le milieu du bâtiment et dans le milieu de l'immobilier de l'empreinte carbone de ce qu'on construisait. Il y avait la RT 2012, la réglementation thermique, qui vous imposait de calculer le kilowattheure au mètre carré. Mais personne calculait le CO2 au mètre carré, c'est-à-dire l'empreinte carbone d'un bâtiment. Pourtant, les autres industries le faisaient. Lorsque vous achetez une voiture, on vous dit combien de CO2 elle émet par kilomètre. Lorsque vous prenez un billet d'avion, c'est pareil. Le bâtiment, on était privilégié de ça, on était préservé de ça. Les gens s'attardaient à mesurer le kilowattheure au mètre carré. On a été le premier acteur à se poser véritablement la question de l'effet de nos bâtiments sur le réchauffement climatique. Le problème du réchauffement climatique, c'est un problème d'émissions de gaz à effet de serre. Et la juste mesure pour avoir l'impact de la réalisation d'un bâtiment sur le réchauffement climatique, c'est de mesurer son empreinte carbone. Et donc on a été le premier acteur à calculer l'empreinte carbone de nos bâtiments sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire à la fois la construction et l'exploitation. Et on s'est rendu compte que près de 60% de l'émission d'un bâtiment provient en fait de la phase de construction. Et donc que les matériaux utilisés pour construire un bâtiment étaient eux-mêmes extrêmement émissifs. C'est là-dessus que du coup on a décidé de créer une société qui est une société de promotion bas carbone, c'est-à-dire qui réalise exclusivement des bâtiments avec une empreinte carbone extrêmement faible par rapport aux bâtiments traditionnels. En 5 ans, on a réussi à diviser par 2 l'empreinte carbone de nos bâtiments par rapport à ce qu'on faisait aux bâtiments usuels. Et on s'est donné 5 ans pour le rediviser par 2. Donc en 5 ans, on est passé d'à peu près 1200 ou 1300 kg de CO2 par mètre carré. On est aujourd'hui autour de 650 kg de CO2 par mètre carré, à la fois sur la construction et l'exploitation. Et l'idée, c'est qu'en 2027, on soit autour de 300. C'est intéressant ce que vous dites quand vous expliquez justement que malgré le fait que ce salon soit organisé, on revient de très loin et que c'est une thématique qui est encore émergente et que l'on peut faire encore beaucoup plus que ce que l'on fait à l'heure actuelle, même s'il y a des progrès, tout en sachant qu'effectivement l'immobilier est très générateur de CO2 et que donc c'est un secteur sur lequel il y a peut-être beaucoup de choses à faire. C'est un secteur sur lequel il y a énormément à faire parce que c'est un secteur qui est responsable à lui seul de près d'un tiers des émissions du pays. Aujourd'hui, le Français émet en moyenne entre 9 et 11 tonnes de CO2 par personne, en fonction de comment on compte les importations. L'idée, c'est d'être à 2 tonnes en 2050. Donc du coup, de diviser par 5 l'empreinte carbone des Français. Et sur la partie du bâtiment, l'idée, c'est que les bâtiments, dans leur phase d'exploitation, n'émettent plus de CO2, ça veut dire plus de bâtiments qui utilisent des sources d'énergie carbonées d'ici 2050, ça c'est la stratégie nationale bas carbone. Et l'idée c'est de réduire de 70% l'empreinte carbone de la phase de construction. Et on a aussi le sentiment que, alors vous avez parlé tout à l'heure de la RT 2012, il y a maintenant la RO 2020, enfin on voit qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont mises en place, mais qu'au-delà de la réglementation, la meilleure façon de se différencier de ses concurrents pour les acteurs de l'immobilier, c'est d'aller au-delà et de toujours, entre guillemets, essayer de devancer les réglementations pour montrer l'exemple et montrer justement qu'on est capable de faire beaucoup plus.
Alors en effet, la réglementation française, la RE 2020 dont vous parlez, elle est quand même assez innovante, assez en avance par rapport à ce qui se fait dans les autres pays européens. Elle est en place du coup depuis 2022 sur le logement et elle va être mise en place sur les bureaux. L'idée c'est de calculer à la fois les consommations énergétiques d'un bâtiment mais également son empreinte carbone. Et vous allez devoir déclarer le calcul de l'empreinte carbone de ce que vous construisez dans les permis de construire et les projets ne seront pas autorisés s'ils sont trop émissifs lors du dépôt du permis de construire. C'est quand même une réglementation qui est extrêmement innovante et assez courageuse puisque pour la première fois en fait le législateur assume finalement d'empêcher la réalisation de projets qui seraient trop émissifs sur le plan du carbone. Mais en effet, comme vous le disiez, il faut aller bien au-delà, notamment parce que le temps de développement des projets immobiliers est quand même un temps assez long. Chez WO2, la taille moyenne de nos projets, ça doit être 30 000 m². On a quelques gros projets, l'Arboretum dont on pourra parler, 126 000 m². Ce sont des projets qui, entre leur phase initiale, le début de la conception et la réalisation, mettent au mieux à peu près 5 ans à sortir. Et donc le problème de ces gros projets immobiliers, c'est que régulièrement, lorsqu'ils voient le jour, ils peuvent déjà paraître obsolètes sur le plan des usages. Il y a aujourd'hui tout un tas d'immeubles dans des quartiers d'affaires, des immeubles de bureaux ou des immeubles de logement qui sont cruellement récents et déjà cruellement obsolètes. Parce que le temps du développement d'un projet immobilier est du temps long. Alors nous, chez WO2, il y a 3 choses qu'on fait pour essayer de lutter contre ça. Le premier sujet, c'est d'aller extrêmement vite sur le temps de développement de votre projet immobilier. C'est-à-dire, dès que vous avez le ballon, vous courez vers le but. Et donc, on s'attache, nous, à ce que le temps de développement de nos projets soit extrêmement court et donc d'aller très vite sur les phases de conception, d'autorisation administrative. Et derrière, nos chantiers sont extrêmement rapides parce que grâce au bois, on construit 2 fois plus vite que les chantiers traditionnels. Combien de temps en moyenne ? Ça va dépendre du projet, mais en moyenne, on gagne à peu près, on pourrait dire de l'ordre de 6 mois sur le gros œuvre. Donc on va vraiment beaucoup plus vite que les chantiers traditionnels parce qu'on est des chantiers d'assemblage, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre de temps de séchage et parce que la totalité des réservations sur les structures de nos bâtiments sont faits en usine et donc du coup derrière nos chantiers c'est vraiment qu'un chantier d'assemblage, ce qui permet d'optimiser les délais. Et donc je disais les 2 autres sujets qu'on développe pour que nos projets soient absolument exemplaires au moment où ils sortent, c'est 1, aller vite lorsqu'on les développe, 2, au démarrage du projet, ne pas se demander quels sont les standards de marché à un instant T, mais quels seront les standards de marché dans 10 ou 15 ans, et essayer d'être au standard de marché de 10 ou 15 ans plus tard. Puis le 3e sujet, c'est passer son temps à finalement re-questionner des acquis, passer son temps à innover, à utiliser des nouveaux matériaux, même lorsque la conception est terminée, même lorsque le chantier est en cours, systématiquement optimiser ce qu'on est en train de faire pour concevoir des bâtiments qui soient le plus exemplaires possible au moment où ils sortent. Alors vous parliez justement d'un projet de 126 000 m². L'Arboretum, oui, tout à fait. J'imagine que ça doit faire partie de vos projets phares. Alors quels sont les projets comme celui-ci que vous mettriez en avant pour justifier justement la stratégie décarbonée que vous souhaitez mettre en place ? Alors sur les projets phares, en effet, l'Arboretum est notre plus gros projet aujourd'hui, 126 000 m² à Nanterre. 126 000 m² à 15 minutes de la place de l'Étoile, c'est quelque chose qui est absolument unique. Et en plus, 126 000 m² de bureaux bas carbone, mais entouré de 25 hectares d'espace vert, avec un parc privé de 6 hectares. C'est un projet qui est en effet absolument unique. C'est le plus grand projet aujourd'hui en bois massif d'Europe, un des plus grands au monde. Le chantier a démarré mi-2020, il va se terminer fin 2022, tout début 2023, donc on est quasiment livré. Et c'est un produit qui est absolument exceptionnel puisque, c'est un produit qui en termes d'empreinte carbone est exemplaire. C'est le projet sur lequel on a réussi à diviser par 2 l'empreinte carbone de ce qu'on faisait.
Et c'est un produit qui, en termes d'usage, est quelque chose qui est absolument unique. On a 7 restaurants différents, on a un club de sport de 2000 m² avec une salle d'escalade. On a un centre de conférence dans d'anciens bâtiments industriels qui est absolument fantastique. Et on a un rapport à la nature et un rapport aux espaces verts qui aujourd'hui n'existe pas dans les immeubles de bureaux du parc parisien. Avez-vous d'autres projets futurs que vous mettriez particulièrement en avant ? Alors, qu'on met particulièrement en avant, non. On a des très très beaux projets outre l'Arboretum, c'est vrai. On a actuellement un projet de 35 000 m² dans Paris, dans le 18e arrondissement, rue des Poissonniers, qui est le projet Marcadet. Un projet mixte où il y a du bureau, mais il y a aussi une résidence étudiante, il y a du commerce, il y a des services, il y a des bureaux pour la ville de Paris. C'est un projet qui aussi est extrêmement intéressant puisque c'est un projet de rénovation, surélévation, bas carbone. Donc on a gardé là une structure en béton et on vient la surélever avec une structure bois pour réaliser 35 000 m², donc c'est quand même un gros projet au cœur de Paris. Ça fait partie de nos projets emblématiques. On a aussi un très très beau projet qui là n'est pas en bois. C'est un projet de rénovation bas carbone qu'on a à Clichy, qui est un immeuble qui a été livré en 2011. Donc c'est déjà tristement récent. Un immeuble qui est aussi tristement obsolète sur le plan des usages. C'est un immeuble sur lequel on a racheté cet immeuble et donc on conserve sa structure, on conserve la moitié de sa façade, on conserve une grande partie des lots techniques, de la clim et on a une démarche extrêmement poussée de réemploi et de réutilisation des matériaux. Donc là c'est de la rénovation bas carbone, c'est quelque chose qui est extrêmement fin. C'est un immeuble sur lequel on ambitionne d'être le premier immeuble BBCA rénovation excellent de France. Donc une empreinte carbone qui est extrêmement réduite également pour un projet de rénovation avec très peu de déchets générés. Vous avez employé deux termes, surélévation et réhabilitation. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, notamment sur la loi, sur la non-artificialisation de nouveaux sols. Est-ce que justement cette dimension de construire la ville sur la ville, voire effectivement de réhabiliter des friches plutôt que d'étendre systématiquement les constructions à des zones non bâties auparavant, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle donne essentielle justement pour comprendre les métiers de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à bâtir la ville sur elle-même, d'arriver à limiter les déchets qui sont générés par le bâtiment. Il faut savoir quand même qu'il y a 3/4 des déchets du pays qui viennent du secteur du bâtiment. C'est quelque chose qui est énorme. Et puis l'enjeu également, pour réduire l'empreinte carbone de ce qu'on construit, c'est de préserver au maximum le carbone amorti, les structures, l'acier, de temps en temps les façades, de temps en temps les lots techniques lorsqu'on y arrive. Donc nous on a beaucoup de projets comme ça où on vient conserver la quasi-totalité des structures existantes et où on fait des surélévations en bois. Alors le bois est extrêmement bon élève pour ça, parce qu'on est 5 fois plus léger que le béton, parce que le matériau de gros œuvre qu'on rapporte stocke du carbone plutôt que d'en émettre, et parce que c'est un matériau qui est très bien adapté aux chantiers dans des milieux denses et contraints, parce qu'on est en filière sèche, on a moins de nuisances de chantier, on est 2 fois plus rapide, je le disais, et on a 6 à 8 fois moins de flux camions sur la phase de gros œuvres. Donc c'est vraiment un matériau et un procédé constructif qui est extrêmement adapté aux surélévations et aux réhabilitations dans la ville dense. Aujourd'hui, c'est clairement un axe très fort de notre développement. Il y a près de la moitié de nos projets qui sont en fait des projets de rénovation, surélévation, réhabilitation bas carbone. Et puis surtout, j'ai le sentiment, en tout cas pour avoir interrogé d'autres acteurs, qu'aujourd'hui, le discours principal, c'est de faire en sorte de rénover. Ça veut dire rénover tant que c'est possible, parce que le fait de démolir et de reconstruire émet énormément de carbone, et que même si le bâti de départ n'était pas forcément le plus vertueux, ça peut être beaucoup plus difficile entre guillemets de tout démolir, de tout reconstruire d'un point de vue environnemental. Oui, vous avez tout à fait raison, et ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Démolir et reconstruire, c'est facile, mais sur le plan environnemental, c'est quand même quelque chose qui est catastrophique. Lorsqu'on a une structure existante, le béton il a déjà émis, l'acier il a déjà émis, il a le mérite d'être là. Donc ce qu'il faut, c'est au maximum le réutiliser. Ça nous permet, de limiter les déchets de chantier, et ça nous permet également d'optimiser une ressource
même lorsqu'on construit en bois, c'est une ressource qui est certes renouvelable, mais qu'il faut préserver et qu'il faut utiliser à bon escient. Donc la conservation du carbone amorti, la rénovation de l'existant, en conservant cette notion de calculatrice à carbone, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on développe. Alors ça passe par plusieurs choses. Ça passe par des diagnostics très poussés de ce qu'on arrive à conserver. Ça passe également par une nouvelle manière de penser le chantier avec une vraie démarche réemploi, de temps en temps du reconditionnement sur site. Donc par exemple sur notre chantier de Clichy dont je vous parlais, on vient réutiliser une partie des façades, on les reconditionne sur site et on en fait une verrière. Ce type de démarche, c'est une nouvelle manière de penser le chantier et c'est ce qui nous permet finalement de continuer à réduire l'empreinte environnementale de ce qu'on est en train de faire tout en reconstruisant la ville et tout en rénovant ces bâtiments qui en ont cruellement besoin. Et enfin, une dernière question, même si je pense connaître déjà la réponse à l'avance, c'est la construction éco-responsable peut-elle s'imposer durablement dans le secteur de l'immobilier ? À voir le nombre de gens qui sont aujourd'hui présents sur ce salon, je pense qu'il n'y a pas trop matière à en douter. Oui, c'est une véritable lame de fond, à mon avis, qui emporte la totalité du secteur, même si je pense que l'Île-de-France est particulièrement en avance sur ces sujets-là et la ville de Paris et les villes de première couronne notamment. À mon avis, il sera impossible de construire comme on le faisait il y a 10 ans dans les années à venir, ne serait-ce que la réglementation qui évolue ne le permettra plus. Et puis, de plus en plus, les promoteurs et les acteurs économiques qui sont ici sont conscients de leur responsabilité en tant qu'acteurs économiques. Ils ont une responsabilité sur une nouvelle manière de construire, sur une nouvelle manière de concevoir la ville et sur l'empreinte carbone de leur activité et ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup Marc Lafont. Je vous en prie. Imo Week, le podcast. Édition spéciale SIPCA 2022 au Grand Palais éphémère.